Tiens, il repasse le nom de la rose. Ah non, merde, c'est 3. Bon, allez, on se fait chier, passons au combat. Voilà, c'est ça qu'on veut. Voilà. Allez. Prenez les épées, prenez les épées. Eh oui. Oh là là. Bah voilà, lui, il m'a écouté. Alors par contre, ça va pas du tout les boucliers, là. Ça va pas du tout. Pourquoi derrière? Faut les mettre devant, les mecs. Ah non, ouais, mais là, tu lui laisses des espaces, des entrées de dingue. Ah non. Non, ah bah voilà. Non, mais j'espère que cette histoire de bouclier, c'est pas juste pour nous montrer la gueule des acteurs parce que vous les avez payés cher. Oui, il y a Brad Pitt, ouais. Ouais, mais non, mais là, Putain, le mec, en fait, t'aurais pu le tuer 150 fois avant, là. Pourquoi le bouclier... Ah, d'accord, bon. Allez, on va aller voir directement comment ça se termine. Oula. Putain, comme les archers anglais. Ah, putain, la boulette. Mais oui. Mais ouais, bah oui. C'était son point faible. En même temps, sa mère avait merdé, hein. C'est con, hein. Ah, putain. Il est sans pitié. Pardonne-lui, il ne sait pas ce qu'il fait, hein. Ah, putain, le mec, même pas. Un plan magnifique. Hmm. Ah, putain, le coup de grâce. Eh, barre-toi, il peut pas viser. Voilà. Bon, allez, ça suffit les conneries. Passons aux choses sérieuses. Ah oui? Mais c'est passionnant cette histoire-là. Stop aux héros aux costumes SM colorés ou aux héros antiques épilés, le corps ruisselant d'huile d'olive. Nous, on veut des mecs. Des mecs comme John Wayne, comme Gary Cooper. Ceux qui repartiront avec la gonzesse. Parce que Brad Pitt, c'est pas sûr. Bon, plus sérieusement, après cette petite provocation, aujourd'hui, on va parler des vrais mythes du western. Alors évidemment, je fais exprès, je provoque, parce que je sais qu'il va y avoir des gneu pour me dire que je fais un sacrilège en disant que les Grecs, les Romains, les Vikings n'ont pas de vrais mythes et que seulement les Américains, les Yankees, auraient leurs mythes et je serais en train de les défendre contre la culture traditionnelle européenne. Ne vous inquiétez pas, c'est une provocation. Bien évidemment, j'adore les mythes. De toute façon, tous les mythes sont intéressants. Troie, le choc des titans, le clash des titans, Hercule contre les vampires, Samson et Dalila, Excalibur, Thor, l'Odyssée, Spider-Man, Iron Man, Black Panther, etc., etc. Bon, vous voyez ici, j'ai fait exprès de mélanger à la fois de la mythologie gréco-romaine, biblique, légende arthurienne, légende nordique et mythologie marvelienne. Vous voyez, quand on pense aux mythes ou aux héros, on pense souvent à ça. L'histoire gréco-romaine, un peu plus grecque que romaine d'ailleurs, intéresse beaucoup moins que la mythologie, qui a suscité de nombreuses créations, car elle permet, à mon avis, de laisser libre cours effectivement à l'imagination, aux effets spéciaux, au surhomme, qui est un thème éminemment cinématographique. On a, et j'en avais déjà parlé aussi dans toute la mythologie ou les légendes nordiques, germaniques, bon c'est un peu la même chose, aussi cet effet d'être magique. Vous voyez, avec des dragons, des elfes, des lutins, des nains, toutes ces choses-là qui sont intégrées. Et à la fin, on a des créations qui parfois n'ont même plus du tout de sens. C'est-à-dire qu'on se retrouve parfois avec des films où d'un seul coup des dieux nordiques, des dieux grecs, des dieux égyptiens, et on se retrouve avec quelque chose qui n'a plus grand sens. Alors moi, j'ai rien contre, parce que le cinéma est un lieu aussi d'imagination et de rêve, qui fait passer effectivement des émotions, qui fait aussi passer beaucoup d'idéologie, parce que je rappelle effectivement que les films qui ont adapté des mythes ont souvent été là aussi pour faire passer des messages, ce qui est bien normal. On voit aussi
des styles qui vont mélanger de l'histoire et de la mythologie. Effectivement, les péplums, parfois, racontent des faits historiques où il n'y a pas du tout de présence mythologique. Et ça, c'est assez intéressant aussi parce que du coup, il y a une confusion, il y a quelque chose qui devient un genre, et on sort un petit peu de l'aspect mythique au sens strict. Alors, je rappelle par exemple la bataille de Marathon qui est adaptée au cinéma, par exemple celle de Turner ou de Mario Bava, celle des Thermopyles de Rudolf Maté et les 300 de Zack Snyder. Bon, c'est un style totalement différent et qui revêt effectivement une dimension politique, hein, avec l'ennemi qui vient de l'Est, URSS, d'un côté pour Maté et puis pour l'Irak chez Snyder. Et puis bon, on a des personnages qui sont à la fois historiques et semi-légendaires, hein, d'une certaine façon, qui inspirent beaucoup de films comme Alexandre le Grand, qu'on transforme presque comme un héros de l'Odyssée. Et je pense par exemple à la version de 1956 avec Richard Burton ou celle d'Oliver Stone avec Colin Farrell. Mais pour le reste, ça reste souvent l'inspiration de l'Iliade et l'Odyssée qui ont donné le plus de créations de films. Je pense à Hélène de Troie, à Ulysse, interprété par Kirk Douglas. Donc ça, c'est un peu plus souvent dans le cinéma américain qui aime effectivement le héros, quoi. Comme on en avait parlé dans la vidéo précédente, il y a effectivement un lien avec cette force, ce héros, cette virilité qui est un petit peu recherchée dans ce type d'adaptation. Et au contraire, vous avez des adaptations assez différentes, notamment du théâtre, qui va nous parler des mythes. Je pense effectivement par exemple à Électre de Kakoyannis, qui est un réalisateur grec que j'aime beaucoup. Dans les tragédies grecques, vous avez aussi bien sûr Médée de Pasolini et celle d'ailleurs que Lars von Trier va réaliser en hommage à Dreyer. Je pense aussi à Oedipe Roi de Pasolini, qui est évidemment l'adaptation, en tout cas surtout une réécriture de la tragédie de Sophocle. C'est pas une adaptation littérale puisqu'on a une première partie du film qui se situe dans les années à peu près dans les années 30 en Italie, qui va montrer la naissance d'Oedipe. Ensuite, il y a une moitié de film qui se situe en Grèce antique et enfin la dernière partie qui se situe dans l'Italie contemporaine et qui clôt le film. Et c'est en même temps très autobiographique par rapport à la vie de Pasolini. Alors, je ne vais pas faire le tour parce que je pense que c'est un sujet que vous maîtrisez assez bien, mais c'est vraiment ce qui vous vient à l'esprit quand vous parlez des mythes et quand vous parlez des légendes, et c'est très 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 à la mode. Et alors, je comprends pourquoi, évidemment, parce qu'on aime tout ça, mais je me suis toujours dit, quand on connaît les vrais mythes d'origine, quand on connaît leur littérature, ils sont tellement plus passionnants parce que souvent Hollywood, pas tous les films évidemment, je parle globalement, ont tendance pour beaucoup, à aseptiser la valeur symbolique des mythes. Alors parfois c'est intéressant parce qu'ils peuvent y mettre une vision politique et l'adapter à une époque actuelle, et en cela ils peuvent être très intéressants. Mais souvent ils l'aseptisent et ça devient vraiment quelque chose un peu de... on sort les muscles, c'est comme les Marvel, quoi. J'exagère, mais c'est un petit peu pour dire ça. 3, c'est très bien si vous voulez, mais c'est terriblement, j'allais dire, c'est terriblement américain, quoi. On n'a pas du tout l'impression de se trouver en Grèce, et ça me fait penser à, j'en parlerai très vite fait, à ce que disait le réalisateur russe Konchalovsky, qui parlait justement du rapport des Américains à un certain cinéma historique. Et il disait, je vais très vite, hein, en substance, ce qu'il disait, moi, ce que j'avais aimé, par exemple, dans l'adaptation de La Reine Margot par Patrice Chéreau, c'est que dans La Reine Margot, il arrivait à restituer bien sûr l'histoire, les costumes, etc. Mais en même temps, on arrivait à voir une époque parce qu'on arrivait à sentir les odeurs. Et il disait, voilà, la manière de filmer, les décors, tout faisait en sorte que j'avais l'impression de sentir l'odeur du sang, parce que ça se passe quand même... Enfin, il y a une partie qui se passe pendant le massacre de la Saint-Barthélemy. Donc il disait, j'arrive à sentir le sang, la sueur, le sexe, la transpiration, la putréfaction des corps. J'arrive aussi à sentir le jasmin, la cuisine, etc., etc. Et il disait, quand je vois beaucoup de films américains, une grande majorité, en tout cas des films grand public, mainstream, et notamment les films dits historiques, il dit, j'ai toujours l'impression que ça fait un peu toc. C'est-à-dire que les mecs, on dirait un peu, ouais, on dirait des Californiens avec des dents parfaites. Ou alors si t'as le gueux qui est dégueulasse et puis l'autre qui est parfait, qui est super bien, etc. Et c'est trop lisse, ça sonne faux, ça sonne toc.
Et je suis pas loin de penser ça, effectivement, quand on voit Troie qui a des qualités. Je suis pas du tout en train de dire le contraire. Mais bon, dans l'extrait que j'ai mis en ouverture, effectivement, en fait, si on ne te montre pas à un moment donné les casques ou les armures, bah, ça pourrait être ailleurs. En fait, c'est en Grèce, mais bon, ça pourrait être autre chose. Alors évidemment, on pourrait dire la même chose sur toutes les adaptations de type médiéval qui sont parfois effectivement des légendes, ce qui permet de mettre des petits dragons, des petits nains de jardin partout. Mais bon, je vais pas faire ça parce que c'est pas tellement intéressant. Moi, j'ai envie de vous parler des vrais mythes. Alors là, je fais de la provocation, évidemment. Pour moi, les mythes gréco-romains, les mythes nordiques, en général, tous les mythes sont intéressants. Ils sont fascinants. C'est d'ailleurs quelque chose, je fais une micro-parenthèse, chers amis, parfois un peu droitardés, qui ne croient jamais en l'universalisme, parce qu'ils ont l'impression qu'on ne peut pas concilier des particularités locales avec un universalisme, ils n'ont pas une conscience historique. Mais vous regarderez dans la plupart des mythes, ils ont beaucoup de ressemblances. On retrouve souvent dans les mythes, à titre d'exemple, mais c'en est un parmi d'autres, dans pratiquement toutes les mythologies, les épopées, les mythes anciens, l'importance d'un personnage comme le forgeron, qu'on retrouve chez les Grecs, chez les Nordiques. Alors là, je dis nordique, ça comprend évidemment les Germaniques aussi, qu'on retrouve en Afrique, par exemple dans l'épopée mandingue, et on retrouve ça aussi au Japon. Et donc c'est assez intéressant de voir ceux qui ont forgé les premières armes, les premiers outils, ce qui me fait penser d'ailleurs un petit peu au début de l'Odyssée de l'espace de Kubrick, quand il y a cette espèce de monolithe qui vient donner comme une sorte de providence la particularité au premier homme, enfin ce qui va devenir un homme en devenir, la possibilité de créer ses premiers outils pour chasser ou pour tuer. Donc voilà, je ferme cette parenthèse. Donc les vrais mythes sont fascinants et je vous conseille d'aller réellement aux livres, aux sources. Et bien sûr, ça n'empêche pas de regarder Troie avec Brad Pitt. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire comme d'habitude, mais les vrais mythes les plus fascinants, parce qu'ils nous expliquent effectivement des choses qui sont éternelles. Vous prenez le mythe de Prométhée, la boîte de Pandore, tout ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, peut nous parler. Et ça parle aussi d'une société, celle des Grecs. Alors, dans les mythes, en gros, il y a vraiment ce qu'on appelle la naissance des mythes, la création du monde, avec les titans, les géants, les premiers dieux, jusqu'à l'établissement du monde olympien. Alors ça, notamment, vous le trouverez pour les Grecs chez Hésiode. Puis, ensuite, on a ce qu'on appelle les métamorphoses, qu'on trouve chez les Latins comme Ovide, pour les Grecs Apollodore, qui va concentrer toute la mythologie. Donc ça, c'est une sorte d'explication du monde. Ensuite, chez les Grecs, il y a ce que vous connaissez le plus, notamment grâce à Homère. L'Iliade, l'Odyssée, mais ce n'est pas de la mythologie au sens propre. Ce sont des épopées. C'est-à-dire que la mythologie y est présente, par la présence des dieux, mais c'est l'histoire des hommes, c'est l'histoire d'un peuple. Ce n'est pas la création du monde, ni les métamorphoses. Et enfin, on a ce que j'aime particulièrement, c'est-à-dire la tragédie grecque, qui va parler de la mythologie en prenant une figure ou une maison, des personnalités, des familles. Par exemple, on a Antigone, et les grands écrivains de cette tragédie grecque sont Échille, Euripide et Sophocle. Et puis enfin, on arrive au dernier temps des héros, jusqu'au commencement de l'histoire. Après commence la part des historiens, dont Thucydide sera l'une des premières grandes figures, où là, vraiment, on a un historien critique et sans légende, qui n'utilisera pas les légendes. Est-ce que les Grecs ou Romains ont-ils cru à leurs mythes ? Ça, je n'y répondrai pas, c'est une question qui s'est souvent posée, puisque la piété était importante. Maintenant, ce qu'ils considéraient de leurs mythes est encore une autre chose. On sait qu'il y avait des personnes qui critiquaient les mythes, comme Aristophane. Il parodie les diverses créations du monde. Je vous invite à lire Les Oiseaux. On sait qu'il existait aussi des athées dans ce monde. Alors d'abord les épicuriens, puis plus tard les chrétiens, qu'on considère comme athées, puisqu'ils croient en un dieu et ne croient pas au dieu. Alors voilà, allez directement aux sources des mythologies, regardez certains grands films qui les ont adaptés plus ou moins fidèlement, soit pour le plaisir ou soit pour en comprendre autre chose. Par exemple, ceux de Pasolini, qui sont une relecture par rapport à sa propre vie. Mais en connaissant les mythes antiques,
vous pouvez avoir accès aussi à de nouvelles adaptations. Par exemple, quel est déjà le sous-titre de Frankenstein de Mary Shelley? Eh oui, ou le Prométhée moderne. Alors évidemment, le mythe de Prométhée a été fascinant. Vous avez la version d'Hésiode ou d'Échille. Il sera utilisé chez Goethe, mais chez aussi les socialistes du XIXe siècle, qui le voient comme une figure qui critique les ambiguïtés technologiques de la société industrielle. Chacun va utiliser le mythe à son époque pour le réactualiser, pour en dire quelque chose. Lord Byron en Angleterre, comme Mary Shelley, mais aussi en Allemagne, Marx, il va utiliser la figure de Prométhée, d'ailleurs pour se moquer de Proudhon. Et Marx connaît bien les mythes car on débarque du romantisme allemand qui a ressuscité les mythes. Et il va les analyser, alors évidemment avec sa vision à lui, comme chacun s'en empare. Par exemple, il montre une curieuse relation entre les titans et les dieux. Les titans qui sont plus anciens et qui travaillent pour les dieux, qui leur font leurs armes. Et en même temps, ils sont en conflit avec les dieux. Alors lui, il fait une sorte d'analyse de lutte des classes. Donc les mythes expriment une profonde vérité, mais à sa manière. Donc là, pour le coup, entre les esclaves et les citoyens, entre les hommes libres et ceux qui ne le sont pas, donc entre les titans et les dieux. Je fais vite, je résume. Et puis bien évidemment, je ne parle même pas des nazis qui ont utilisé les mythes à profusion. L'Arien est le Prométhée de l'humanité. Nietzsche était aussi intéressé par le mythe de Prométhée. Et Michelet aussi, vous voyez. Donc en fait, tout le monde, c'est comme Jeanne d'Arc, tout le monde est intéressé par les mythes et veut effectivement se l'approprier. Quant au mythe nordique, c'est plus compliqué. Vous pouvez évidemment essayer d'aller vers des originaux, si je puis dire, mais les sources sont souvent transmises par les chrétiens, qui a permis de faire subsister la mythologie nordique, puisque c'était totalement véhiculé par l'oralité. Même si beaucoup de mythes ou d'épopées, au départ, sont des transmissions orales. Mais par exemple, chez les Grecs et les Romains, ça a été écrit. Pour les Nordiques, fait par le biais des chrétiens. Alors vous avez la poésie skaldique, vous retrouvez les Eddas, les grandes sagas. Donc tout cela va mélanger les rois, les héros, les clans, les divinités. Donc on a évidemment les dieux, on va dire, très connus qu'on retrouve même dans les adaptations modernes comme Odin, comme Thor, mais aussi la présence importante des animaux, des êtres comme les elfes, etc. Et c'est d'ailleurs ce qu'on retrouve encore beaucoup dans la culture, on va dire, populaire, qui a inspiré la fantaisie, le fantastique. Tolkien, par exemple. Et évidemment, ce que vous retrouvez dans vos Marvel, et d'ailleurs même dans les contes populaires qui viendront bien après. Quand on repense à Blanche-Neige, ces nains, ces animaux, c'est très prégnant dans une certaine culture qu'on peut retrouver dans l'espace germanique ou dans l'espace nordique. Donc vous voyez, on peut retrouver chez les Scandinaves le fait qu'il y ait plutôt de la religiosité plus qu'une religion, puisque ce n'est pas nécessairement un dogme ou une croyance. Ce sont plutôt des mythes explicatifs, comme les mythes grecs, qui servent à rendre compte de l'organisation du monde. Et on a évidemment aussi beaucoup de rituels. Les Nordiques, c'est une religion de la pratique, de la coutume, de l'usage. Et donc, pour conclure sur ce bref rappel, parce qu'évidemment, j'ai pas du tout été dans les détails, c'est pas le but. J'ai juste envie de vous dire, replongez-vous dans les mythes les plus intéressants, et je vous invite à vous y replonger et à voir effectivement, avant d'aller voir les films, voir d'abord les pièces de théâtre, lire les ouvrages, et effectivement lire aussi les réceptions de ces mythes, comment chacun l'a adapté, l'a reçu, l'a détourné parfois pour sa propre vision, sa propre époque. Parce que vous ne pensez jamais quand je parle de mythes au western. Alors si, bien sûr, les cinéphiles connaissent les westerns. Et je vais essayer de vous montrer dans cette vidéo pourquoi vous devriez voir des westerns qui, au départ, sont des films grand public. Alors, il y a des westerns très mauvais, sur la quantité de westerns qui ont été faits. Il y a des westerns qui sont du pur divertissement, qui sont très mauvais, qui n'ont aucun intérêt, si ce n'est de voir des mecs faire pam pam boum boum, et puis des nanas servir dans le saloon. Et encore que c'est quand même un milieu très masculin, même le saloon. Mais j'ai envie de vous parler des grands westerns, et j'ai envie de vous dire pourquoi ce sont les meilleurs mythes, avec une grande provocation. Et je vais juste faire déjà une petite introduction
pour que vous puissiez un petit peu resituer le mythe du western déjà dans ce que sont les États-Unis. Parce que je dis beaucoup de mal de la vision impérialiste américaine, de la culture mainstream américaine, de l'atlantisme en fait. Mais j'aime beaucoup les États-Unis en tant que nation, en tant qu'histoire, en tant que culture, en tant que peuple aussi. Et puis les États-Unis, c'est un État-continent, c'est tellement différent d'un endroit à l'autre. D'où la fascination des road movies, hein, l'espace, la grandeur. Et les États-Unis n'est pratiquement qu'un pays biblique, un pays de mythes. Et c'est ça qui est assez drôle. Un des grands mythes américains, je vais très vite, je résume, et après on parle de western. Un des grands mythes américains, c'est évidemment cette grande épopée de ce qu'on a appelé les pèlerins au XVIIe siècle, c'est-à-dire ces Anglais qu'on appelait les dissidents religieux, c'est-à-dire en gros des protestants qui refusaient l'anglicanisme, et qui sont venus notamment par le Mayflower dans les colonies américaines. On les appelle les pères pèlerins, ils vont s'installer notamment en Nouvelle-Angleterre. Et ils veulent vraiment retrouver l'Angleterre qu'ils ont perdue dans ce nouveau continent. Donc ils vont voyager, et c'est aussi pour ça qu'on les appellera les pèlerins, pilgrims en anglais, avec une vision religieuse qui les accompagne, une rhétorique de la terre promise, cette fameuse terre de lait et de miel. Ils traversent la mer comme Moïse, à travers ses bateaux, et notamment le Mayflower. Ils partent aussi avec des fusils, hein, donc ils sont quand même aussi au courant qu'il y a des Amérindiens, et qu'au départ, ils ne les ont pas nécessairement dans une vision très positive. Alors ils partent aussi en famille, et ça c'est assez important parce que ce sont réellement des colonies de peuplement, contrairement à ce qui a pu se faire dans une grande partie d'installation des Européens, que ce soit les Français, une partie des Anglais, des Hollandais. Et là, on a vraiment cette population qui fuit leur pays et qui vont s'installer en famille. Alors ils vont fonder la ville de Plymouth, et ils arrivent en ayant déjà une forme d'accord entre guillemets politique. C'est le fameux pacte du Mayflower, qui est un pacte, on va dire, où ils s'organisent, ils se mettent d'accord à respecter toute forme de gouvernement qu'ils auront choisi sur place. Et bon, je vous passe les détails, mais cette grande colonisation va être parmi les mythes fondateurs des États-Unis. Et donc on a deux mythes qui au XIXe siècle vont s'opposer, rivaliser entre eux. On a d'un côté celui de la Virginie et de l'autre celui du Mayflower. Et avec la guerre de sécession, le mythe du Sud va régresser et la Nouvelle-Angleterre jouit d'un grand rayonnement. Pour aller très vite, c'est d'ailleurs pour cela que Lincoln prendra la fête de Thanksgiving pour en faire une fête nationale. C'est une action de grâce et qui a été pratiquée par ces communautés. Et donc ces puritains représentent encore une certaine mémoire WASP. Donc là, j'ai été très vite, j'ai survolé, parce que c'est pas le but de ma vidéo. Ensuite, il y a évidemment le mythe du Far West qui va nous intéresser. La traversée d'est en ouest, où d'ailleurs on trouve beaucoup de Français qui sont des explorateurs, qui vont vendre des fourrures, qui vont donc avoir beaucoup de liens avec les Indiens pour le commerce. Le président Jefferson est aussi un expansionniste. Pour lui, l'ouest, c'est l'ouest du Mississippi, qui à l'époque est un territoire français. On a la Louisiane, qui a été rachetée à la France en 1803. Et donc on a la première expédition de Lewis et Clark au début du 19e siècle, qui est une des premières expéditions terrestres américaines à traverser le futur territoire des États-Unis jusqu'à la côte Pacifique. Et là, on a une diversité de populations, de langues dans ces expéditions, avec des Français, alors souvent des Canadiens français, des Indiens, des interprètes pour communiquer avec les Indiens. Et donc, c'est aussi une expansion du commerce, notamment le commerce de fourrure. Et c'est vraiment l'idée d'explorer ces grands espaces. C'est d'ailleurs, encore une fois, le mythe américain qui est repris dans les films. Par exemple, Easy Rider, c'est l'espace. Thelma et Louise, c'est la question de la frontière, de la reprise de ces mythes-là. Et c'est enfin l'idée de liberté qui est aussi un mythe fondateur. Et viendra évidemment avec tout cela le mythe de la ruée vers l'or. Et avec un personnage que vous avez certainement connu qui s'appelle Toussaint Charbonneau. On peut voir un petit peu, enfin, avec une représentation très libre dans The Revenant. Et donc, vous voyez bien que le western, qui veut dire de l'Ouest, s'inscrit dans ce contexte de la conquête de l'Ouest, évidemment aussi de la guerre de sécession, et de la guerre avec les Indiens, des différentes communautés, de l'or, de la vente de fourrure. Et ce type de cinéma-là, ce cinéma de genre, va s'inscrire comme mythique
Il y a évidemment le mythe de la Constitution des États-Unis, avec ce système fédéral qui partage des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. Donc tout ça, j'ai pas le temps de développer, mais ça vous donne un petit peu un contexte de ce qui a formé l'histoire des États-Unis dans ces mythes, dans un pays où évidemment on venait s'installer sur des terres qui n'étaient pas les nôtres. Et donc où il fallait recréer cette mythologie qu'ils n'avaient pas. On arrivait déjà avec des cultures, des langues, des religions, et il fallait maintenant l'épopée, expliquer l'histoire du peuple, non pas l'histoire de la création du monde, non pas une religion, mais une épopée. Alors pourquoi il est important que vous voyiez des westerns? Vous voyez, là j'ai esquissé vite fait les mythes de l'Amérique, et les westerns ont cette chose de incroyable, c'est qu'en dehors des westerns de mauvaise qualité, il y a certains grands auteurs de westerns, j'en pense en gros à 2, mais il y en a plein d'autres, mais notamment John Ford d'une part et Howard Hawks d'autre part, parce qu'ils étaient un petit peu des grands noms du western et en même temps totalement opposés. Et les westerns ont cette chose incroyable par rapport aux mythes, c'est que, évidemment, ce sont des films grand public, des films d'action, des films de divertissement. Et en même temps, ces grands westerns, par exemple de Ford ou de Hawks, sont des films qui, sur le fond, sont des grands films d'auteur, des grands films politiques, des grands films intelligents et des grands films émouvants. Et c'est pour ça que pour moi, ça fait partie des plus grands mythes adaptés au cinéma. Et en plus, ils ont cette espèce de mise en abîme incroyable. C'est-à-dire que, notamment John Ford, mais pas que lui, mais en grande partie, ont réussi à utiliser le mythe du Far West, qui, au départ, va s'inspirer de faits historiques réels. C'est là où on voit la différence, par exemple, avec la mythologie gréco-romaine ou nordique, même si après, dans des épopées, dans certaines mythologies, si je puis dire, dans certains pays, il y a parfois des personnages qui sont fictifs et en même temps réels. Il y a des choses vraies, pas vraies. Il y a des personnages assez obscurs qui ont existé, mais dont on ne sait pas grand-chose, etc., qui se mêlent au mythe, au vrai, au faux. Mais en grande globalité, comme je l'ai rappelé très 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 rapidement, ce sont des choses qui sont inventées et bon, en tout cas nous aujourd'hui on le sait. Et donc ce qui est génial dans le western, c'est que ça pourrait être un film d'histoire, un film des vrais gens qui ont existé. Alors parfois dans les films de John Ford, il y a quelques personnages qui ont réellement existé. Mais la plupart du temps, ce sont des personnages inventés. Mais en même temps, ce sont des personnages qui ont existé ou qui ont pu exister. Hein, vous avez des Anglais, des Irlandais, des Français, des Mormons, et vous avez parfois une ville, un État, un contexte historique qui peut être vrai, une guerre, un événement particulier qui peut être vrai. Donc quand on le regarde, on pourrait croire que c'est un film d'histoire au sens premier. Et en même temps, John Ford, dès le départ, nous dit que c'est un mythe. C'est-à-dire qu'il va créer des personnages symboliques qui vont être une synthèse et qu'on va retrouver petit à petit dans tous les westerns. Ils vont imprimer l'histoire du western. Alors souvent, vous avez effectivement le cow-boy, le hors-la-loi, le banquier, la prostituée, le sudiste, etc., etc. Et donc, à la force des choses, John Ford et les autres qui vont lui succéder, ou qui vont faire des films en même temps que lui, vont petit à petit, en revisitant l'histoire de l'Amérique par ce prisme, parce que, évidemment, c'est un prisme de l'histoire de l'Amérique, qui n'est pas là pour raconter une vraie histoire. Vous voyez, c'est pas Napoléon, c'est pas... Là, on prend des gens qui sont en même temps des inconnus, des gens du peuple, d'une certaine manière, et qui en même temps ont pu exister. Vous voyez, c'est des personnages réels, c'est pas des dieux. Et donc, à partir de là, ces films vont se populariser, vont donner évidemment une vision mythique de l'Amérique, puisqu'évidemment, le rôle des Indiens, des Noirs, est plus ou moins, selon les réalisateurs, vu de façon soit raciste, soit au contraire compatissante, ou donnant de l'intérêt, une vision aux Indiens, voyant aussi l'histoire de leur côté. Mais ça dépend des réalisateurs. Mais en règle générale, c'est plutôt vu du côté de ces grandes communautés blanches européennes qui se sont installées et qui ont fait cette grande épopée du Far West. Que la question centrale du cinéma américain, c'est pour ça que John Ford est un cinéaste si important, c'est la question de la communauté, et même plus précisément, je dirais que c'est la question du peuple américain.
Que moi, je pense que le cinéma américain, en réalité, si on devait un petit peu radicaliser, si vous voulez, il se pose une seule question, c'est quoi l'Amérique? Et quand on se pose la question c'est quoi l'Amérique, on se pose la question qui vient tout de suite derrière, c'est quoi le peuple américain? Comment ça fonctionne? Est-ce qu'il est là pour toujours? Est-ce qu'il risque de disparaître? Et s'il n'y a plus de peuple américain, est-ce qu'il y a encore un idéal américain? C'est le genre de questions que pour moi le cinéma américain se pose, mais très très profondément. Et Ford est évidemment la matrice de ça, mais c'est plus que la matrice, puisque c'est quelqu'un qui a en 50 ans de carrière, si on prend, disons, 25-66, quoi, pour faire court, Cheval de Fer, son premier film un petit peu connu à l'époque du muet, jusqu'à 66, son dernier film, Frontières chinoises, c'est quelqu'un qui, comme ça, 40-50 ans de carrière, a étudié les différentes modalités du peuple américain. On pourrait dire un premier moment qui serait le moment de la communauté un peu sûre d'elle-même, qui oublie qu'elle s'est quand même fondée, le peuple américain, sur le massacre d'un peuple natif, les Indiens. Ça, c'est le moment, en gros, jusqu'à la fin des années 30, à Chevauchée Fantastique, par exemple. Et puis arrive le moment du doute, qui pour moi est exemplairement représenté par le massacre de Fort Apache, où d'un seul coup, cette communauté un peu fermée, est-ce qu'elle risque pas, à force d'être fermée, de s'étioler, et qu'il faut pas commencer un tout petit peu à l'ouvrir? Et dans le film, c'est Henry Fonda versus John Wayne, pour faire court, l'un qui est l'homme de la fermeture et l'autre qui est l'homme de l'ouverture, et notamment à l'Indien, c'est Cochise dans le massacre de Fort Apache. Donc là, on voit que Ford évolue au cours de sa carrière. C'est pour ça qu'il n'y a pas un Ford. Il y a une même question posée par John Ford, pris à différents moments de l'histoire des États-Unis. Et à ces différents moments, la question on pourrait dire, recueille différentes réponses. Donc il y a ce moment du doute qui s'achève avec La prière du désert en 56-57, qui est vraiment le film clé, on pourrait dire, de la bascule fordienne, où cette fois, il faut plus craindre l'autre, le hors-champ, l'Indien, etc. Mais il faut l'accueillir. Mais c'est difficile. Et pour John Wayne, il le comprend, mais pour lui c'est dur. Il préfère disparaître plutôt que de vivre dans ce monde où on va accueillir l'autre. Est-ce que la communauté américaine va résister au retour de Natalie Wood, de Debbie dans La prière du désert? C'est pas sûr en fait. Et là, le troisième moment dans lequel il y a Sergent Noir, les deux cavaliers, jusqu'à Frontières chinoises, etc., qui Cheyenne Autumn 64, qui est un des plus beaux films de Ford, qui est presque le contre-champ de sa première période, qui est cette fois l'histoire revue du point de vue des minorités. C'est-à-dire que le Sergent Noir, Woody Strode, l'histoire de la communauté de la cavalerie que Ford avait tant célébrée, encensée, cette fois il la voit du point de vue d'un Sergent Noir. Est-ce que c'est la même communauté? Est-ce qu'il y a le même sentiment américain? Est-ce qu'il y a le même sentiment du peuple quand on voit cette même histoire du point de vue du Sergent Noir? Et puis chez Ed Houghton, c'est presque son pré-Little Big Man à lui, d'une certaine manière. C'est pour ça qu'on disait de Ford, oui, c'est un cinéaste réactionnaire, un cinéaste, c'est ridicule. Il suffit de voir ses films, combien c'est quelqu'un qui a toujours été en mouvement. Et le Ford de 39 ou des années 30 et le Ford de 60 est un Ford qui a réfléchi, qui a vieilli, on peut dire, qui a amendé sa vision de l'histoire, etc. Mais en se posant toujours une seule question, justement, c'est quoi le peuple américain? Parce que de cette question dépend, on pourrait dire, la force, la santé de l'Amérique, si vous voulez. Et donc, ce qui est fascinant avec ce cinéma qui est mythique, c'est pas de l'histoire pure, mais qui en même temps s'inspire de choses réelles, le réel étant confondu avec le mythique, va s'inscrire dans l'inconscient collectif américain. Parce que c'est des films qui vont énormément marcher. C'est des films, comme je l'ai dit, grand public. Mais avec des différences, effectivement, des gens comme Ford ou Hawks ont un substrat de grande qualité. C'est pas du pur divertissement. Ce sont des films de très haute volée. Le succès de ces films va tellement être fort que, puis avec des acteurs qui vont émerger. On pense évidemment à John Wayne, mais aussi à Gary Cooper, par exemple. Welcome to the John Wayne birthplace. Now, this is the place in Iowa where legends are made. And we have somebody that I want to welcome personally here to the birthplace of John Wayne, and that is Mr. Donald Trump. Il y en aura beaucoup d'autres. Et ça va tellement s'inscrire dans l'inconscient collectif américain que
les films vont se confondre avec l'histoire. Et ces films sont tellement forts que pour les Américains, enfin pour une partie des Américains, leur histoire, ce sont ces westerns. Parfois bien beaucoup plus que la réalité historique. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que Ford, s'inspirant d'événements historiques, parce que c'est quelqu'un qui est féru d'histoire. Il jouait une espèce de cow-boy bourru, mais en réalité, Ford était quelqu'un de très cultivé. Il passait son temps à lire, il était très calé en histoire et en politique. Il voyageait à travers le monde et était très érudit. Mais les gens n'en savaient rien parce qu'il se faisait passer pour un type ordinaire. Finalement, ce sont ses films qui composent son autobiographie. Vouloir visiter l'histoire de l'Amérique va créer un mythe dont il est conscient. Et en même temps, ce mythe va être pris, je mets entre guillemets, presque comme la vraie histoire des États-Unis dans l'inconscient collectif américain, que même nous, en Europe, on a connu de ces westerns, et qui nous donnent un petit peu l'image folklorique que l'on peut avoir des États-Unis, hein, de cette conquête de l'Ouest, etc. Et donc c'est ça que je trouve fascinant dans les mythes du western, contrairement aux mythes antiques, ou plutôt les mythes qui sont là pour raconter la création du monde, l'explication du monde, même s'ils sont très intéressants, et je l'ai rappelé très brièvement, je le reconnais, mais je ne pouvais pas passer beaucoup de temps dessus, mais même si ce sont des mythes fascinants et qui sont intemporels, qu'on peut réadapter. Typiquement, Annette, une réinvention de la figure du héros tragique grec, un clin d'œil aussi à Orphée. Mais le western a cette puissance de nous parler parce qu'effectivement, quand on le voit, on a l'impression de voir un film, alors évidemment un film de genre, mais de voir un film qui pourrait tout à fait nous raconter l'histoire des États-Unis, alors que c'est un mythe, mais on peut s'identifier, parce que c'est un mythe qui repose sur du vrai. Et ce qui est intéressant, c'est que, effectivement, ce qui est fascinant, et c'est pour ça que je vais m'attarder sur John Ford, mais je parlerai très vite des autres, ce qui est intéressant avec John Ford, c'est qu'il a été celui qui a réellement inauguré le western comme mythe. Et ce qui est intéressant dans son œuvre, c'est que à la fois c'est lui qui va inaugurer ce mythe du western, qui va imprégner l'inconscient collectif américain, et en même temps, il va détruire tout au long de sa filmographie le mythe qu'il a construit. Ou si je puis dire, au lieu de le détruire, le revisiter. C'est-à-dire qu'au sein même de sa filmographie, et c'est pour ça qu'il faut voir plusieurs films de John Ford, parce que ces films se répondent. Venant à capter des plans d'une rare intensité. Son film, La bataille de Midway, recevra l'Oscar du meilleur documentaire en 1942. I'm afraid you're going to hate this question, but I do want to ask you about courage. Would you say that courage was something that one acquired or something that one was born with? Well, how do you expect me to answer that? You do seem to be interested in courage. I don't know. I've tried to figure it out. I am really a coward. I know I am. So that's why I did foolish things. And I was decorated 8 or 9 times. Trying to prove that I was not a coward. But after it's all over, I still know that I was a coward. I've always found that the little quiet little man that nobody pays any attention to usually has more guts. Can you use guts from BBC? Sure. Has more guts and courage than the big blowhard, the big, noisy, outspoken fellow. It's the little man that does the courageous thing. Courage is the thing that does not belong to any nation, to any class of people. La charge héroïque. Dans ce film, il va même jusqu'à renverser les codes du western. La vraie victoire est d'éviter de faire couler le sang. Devant la caméra de John Ford, John Wayne se métamorphose. Un véritable rôle de composition. Lui qui n'a alors que 42 ans et dont les idées politiques extrêmement conservatrices sont diamétralement opposées à celles de son personnage d'officier pacifiste vieillissant. You will come with me, hunt buffalo together, smoke many pipes. We are too old for war. Yes, we are too old for war.
But old men should stop wars. Malgré leurs divergences, John Wayne sera éternellement reconnaissant à Ford d'en avoir fait le grand acteur qu'il est devenu. En retour, Ford se sert de l'immense popularité de sa vedette pour faire passer ses messages pacifistes. Et même si l'essentiel de son public préfère ses grandes scènes d'action, Ford ne lâche rien. Alors qu'il est au sommet de sa carrière, il veut aller encore plus loin. Dans La prisonnière du désert, tournée en 1956, il met en scène le personnage d'Ethan Edwards, un héros dont le racisme viscéral éclate au grand jour lorsqu'il décide de partir à la recherche de sa jeune nièce, enlevée par les Comanches. Les ambiguïtés d'Ethan, sa violence, ses préjugés, sont clairement ceux de la société américaine dans son ensemble. Mais le plus troublant est la manière dont, à travers John Wayne, Ford semble mettre en scène ses propres contradictions. Ford était partagé entre les différents aspects de sa personnalité. Et au moment de faire ses films, tout se remettait en place. Il était à la fois dur et tendre, sympathique et parfois très antipathique. Tous ces traits de caractère étaient en lui. Il pouvait jouer sur toute la gamme. On voit un village qui a été mis à feu et à sang par la cavalerie américaine. Ford nous dit ainsi que les Indiens n'étaient pas les sauvages, ou pas les seuls. La cavalerie américaine a elle aussi beaucoup de sang sur les mains. Dans La prisonnière du désert, on voit que l'armée est capable de commettre un génocide. Et donc ça répond aussi à ce que j'avais dit dans une ancienne vidéo, où on veut absolument, vous voyez, ouais, il faut qu'on fasse des mythes, nos grands héros, nos sagas, nos légendes, etc. Alors peu importe, hein, ils veulent que ce soit autant du Troie que des légendes arthuriennes, que d'un seul coup après du Tolkien. Pour eux, ils s'en foutent, c'est l'image. Et c'est même drôle parce que moi, je les appelle finalement, mais eux comme les autres, hein, comme ceux qui veulent leur Black Panthers, leur Wakanda, tout ça, c'est la même chose. Vous voyez, parce que vous allez voir qu'avec le western, il y a une réelle substance. Et moi, je les appelle les Emily in Paris, en fait, ces gens-là. Autant c'est les gauchistes un peu woke, et d'un autre côté, les droitards, c'est les Emily in Paris. Parce que vous savez, vous avez peut-être pas essayé, mais moi, j'ai essayé, comme une expérience humaine incroyable, de regarder un petit peu ce qu'était Emily in Paris au moment où c'était sorti. Alors, je vous dis tout de suite, hein, j'ai pas été voir la saison 2. Pour voir un petit peu ce que c'était. Et évidemment, c'est affligeant, c'est très mauvais, c'est nul, c'est... bon, désolé pour ceux qui aiment, mais c'est très, 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 très mauvais. Mais ce qui est assez drôle, c'est qu'à l'époque, effectivement, il y a des gens qui avaient rigolé parce qu'ils disaient « Ouais, c'est le Paris fantasmé des Américains, où en gros, il n'y a pas de Noirs et d'Arabes, où Hidalgo a pas tout salopé, où il n'y a pas de rats, etc., où c'est génial, et tout. » Et c'est vrai que c'est une vision idéalisée des Américains de Paris. Mais un petit peu comme les gauchistes et les droitards ont une vision idéalisée de l'histoire. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire que, tu vois, ils ne veulent pas chercher à apprendre l'histoire, ce qui est beaucoup plus intéressant, et ça n'empêche pas de l'aimer, parce que moi je pense qu'on peut aimer beaucoup plus quelque chose quand on en connaît toute sa substance, parce que, et comme je le dis souvent, c'est je connais le siège de La Rochelle, ça ne m'empêche pas d'apprécier Richelieu. Même pour les gauchistes qui ne voient qu'une vision... morale de l'histoire n'est pas plus intéressante. Les Emily in Paris, c'est ça, c'est-à-dire que Paris, on veut que ça soit un truc avec du luxe, les petits restos, le croissant, l'accordéon, les hommes qui parlent de sexe, les femmes qui sont très libérées, le luxe, le raffinement. Et en même temps, on voit aussi dans cette vision américaine une sorte un peu d'impérialisme, hein, parce que c'est quand même une espèce de petite américaine qui vient expliquer aux Français comment ils doivent faire, quoi. Ce qui est intéressant dans le film de John Ford, et c'est pour ça que je fais ce lien, c'est qu'à la fois il a créé en partie le mythe du western, et donc une partie du mythe du Far West, qui évidemment existait avant lui, mais il a renforcé ce mythe. Et en même temps, il l'a critiqué. Le film s'inspire librement d'un fait historique, celui de la longue marche de 300 Cheyennes qui décident de braver la cavalerie en quittant leurs réserves pour rejoindre la terre de leurs ancêtres. Avec ce film testamentaire, John Ford nous livre un dernier plaidoyer pour la reconnaissance des souffrances des Indiens d'Amérique. Beaucoup de gens, y compris de ma génération, se trompent sur Ford.
Moi-même, j'avais tendance à l'identifier à John Wayne, qui a fait l'apologie de la guerre du Vietnam dans son film Les Bérets Verts. Mais finalement, c'est vraiment injuste. C'est injuste de l'associer à Wayne et de l'accuser sans aucune preuve d'avoir les mêmes idées. En tout cas, ce n'est pas ce qui transparaît dans le film Les Cheyennes. Et dans chaque film de Ford, on pourrait remplacer les Indiens par n'importe quelle minorité opprimée. Il faisait des westerns, donc forcément, c'était les Indiens qui avaient ce rôle. Le film raconte l'histoire d'un sergent de la cavalerie américaine, le sergent Rutledge, accusé à tort du viol et du meurtre d'une adolescente blanche. Persuadé qu'il n'a aucune chance d'avoir un procès équitable, Rutledge décide de s'enfuir. Dans le contexte de l'époque, le sujet est explosif. Il le serait encore aujourd'hui. Avec le sergent noir, John Ford vise une nouvelle fois juste, en confrontant l'opinion américaine, blanche notamment, à ses propres démons. I ain't going back to stand trial. Well, don't you be a fool, Brax. What if you did get away? Why, this thing would haunt you till you couldn't stand it. You forget, sir. We've been haunted a long time, too much to worry. Yeah, it was all right for Mr. Lincoln to say we were free. But that ain't so. Not yet. Maybe someday, but not yet. All right, Rutledge. Le sergent noir a été une totale révélation pour moi. La première chose qu'on découvre du personnage de Woody Strode, c'est sa main sur le visage d'une femme blanche. Et c'est au-delà du cliché. Quiconque verrait ça penserait immédiatement « c'est un viol ». Ford piège le spectateur blanc en le forçant à penser d'une certaine façon. Et ensuite, il dévoile peu à peu ce qui s'est réellement passé. Cette promesse d'une Amérique meilleure, celle que Ford a portée à bout de bras tout au long de son œuvre, est bien l'enjeu principal du sergent noir. Alors qu'il dirige ses comédiens, Ford sent bien que se termine la formidable histoire d'amour qui le liait à son pays. Tel un amoureux éconduit, il laisse exploser sa douleur. Et c'est son acteur principal, Woody Strode, qui s'en fait le bouleversant interprète. The 9th Cavalry was my home, my real freedom, and my self-respect. And the way I was deserting it, I wasn't nothing worse than a swamp-running nigger. And I ain't that. Do you hear me? I'm a man. Au fil de la lecture de ses archives personnelles, on découvre un Ford multiple, insaisissable. John Ford détestait les étiquettes, autant celles de gauchiste que celles de réactionnaire qu'on tentera de lui accoler par la suite. Dans une lettre adressée à son neveu Bob, engagé volontaire auprès des Républicains pendant la guerre d'Espagne, Ford se déclare être un social-démocrate convaincu, qui est et restera toujours de gauche. Publiquement, John Ford a toujours pris soin de brouiller les pistes sur son engagement politique. Mais ses films parlent pour lui. On y retrouve les valeurs qu'il considérait comme son véritable héritage familial, lui, le fils d'immigrants irlandais, sa haine de l'injustice et sa profonde espérance en un avenir meilleur, moteur du rêve américain. Et donc, je vais prendre quelques exemples de ces films. Je vais évidemment commencer par La Chevauchée Fantastique, qui est un de ses films les plus connus, pour vous montrer qu'à travers ces films qui nous parlent de l'histoire de l'Amérique, qui en même temps en créent un mythe, sont des films d'une richesse incroyable et qui peuvent parler à tout le monde, parce que ce sont des films éminemment politiques. Il y a des questions de justice, il y a des questions de classe sociale, il y a des questions du racisme, il y a des questions religieuses, et il y a des thèmes récurrents qu'on retrouve dans d'autres films américains et qui obsèdent aussi un peu les Américains, notamment la liberté, la justice, la loi, la force, la violence, mais l'égalité aussi. Vous voyez, parce que les Américains essayent de se constituer comme un peuple et donc politiquement. Et c'est d'ailleurs ce qui obsède John Ford. Et donc, La Chevauchée Fantastique
Pour vous la faire très vite, donc c'est un des premiers grands westerns de John Ford, qui est fait en 1939, qui a une intrigue assez simple. En gros, on a 7 inconnus qui doivent s'entasser au sein d'une diligence dans la ville de Tonto et traverser, alors pour des raisons différentes, un territoire assez dangereux où il y a beaucoup d'Indiens. Jusque-là, très simple. Et donc, en gros, ils doivent rejoindre la ville de Lordsburg. Et donc, dès le départ, si on est assez attentif, on remarque les indices qui témoignent d'une ambition bien plus supérieure à celle d'un simple récit d'aventure avec une chasse d'Indiens sur une diligence. Les personnages incarnent de façon délibérée des types de couples qui s'opposent. Il y a le banquier hautain et pompeux, il y a son opposé qui est un joueur professionnel, un sudiste, il y a un vendeur de whisky qui est assez docile, assez respectable, qui représente un petit peu le bourgeois. Il y a son ami, le doc, qui est un médecin alcoolique, qui est un peu en disgrâce d'ailleurs. Il y a la prostituée Dallas. Il y a son opposé, une femme du Sud, qui est enceinte, qui est assez distinguée, qui est le contraire total de la prostituée Dallas et qui d'ailleurs la méprise pendant une grande partie du film. Donc un côté avec un monde plus bourgeois et un autre plus populaire d'une certaine manière, puisqu'on a le représentant en whisky, le banquier, la femme fidèle et enceinte, et de l'autre on a l'alcoolique, le joueur, la prostituée, pour la faire très rapidement. Les films de John Ford livrent quantité d'indices sur sa personnalité, comme autant de pièces d'un puzzle intime et comme en écho à celui d'une Amérique fracturée que Ford cherchera toute sa vie à rassembler. Dans son premier western parlant, La chevauchée fantastique, tourné en 1938, Ford réunit ses personnages dans la petite cabine d'une diligence. Face aux dangers du voyage, chacun va révéler sa personnalité profonde. Quel est le passager auquel Ford s'identifie le plus? Le banquier véreux qui vient de voler sa propre banque? Pourquoi pas. Le hors-la-loi? Peut-être. Le gentleman désargenté, joueur de poker? Le médecin alcoolique? La femme de petite vertu? Sans doute, Ford se reconnaît-il dans chacun de ces personnages, tout à fait subversifs pour l'époque. Et au milieu de tout ça, on a Ringo Kid, interprété par le très beau John Wayne, qui rejoint en gros le groupe car il s'est échappé de prison pour accomplir une vengeance personnelle. Et donc cette histoire de vengeance, comme dans beaucoup de westerns, sert à donner du corps à l'intrigue en faisant ressortir un thème d'importance fondamentale, la différence entre la simple vengeance privée et la justice exigée par la loi, qui est au moins aussi ancienne finalement que chez Eschyle, vous voyez. Plus connu sous le pseudonyme de John Wayne, à qui il confie son premier grand rôle. John Ford va faire de ce grand gaillard à la démarche brinque-ballante le personnage récurrent de sa chronique de l'Amérique, porteur de toutes ses ambiguïtés. Dans cette diligence, le personnage que joue John Wayne, c'est très intéressant parce que, bien sûr, il va devenir le héros pour le spectateur, mais ce n'est pas le héros pur qu'il y avait eu à l'époque du muet. Et donc, quand on a pris conscience du caractère archétype du traitement des personnages et du thème de la justice, il devient évident que le voyage a lui aussi une dimension symbolique. On a des gens de milieux sociaux différents qui se rendent via une diligence au même endroit. C'est la même force qui les fait avancer. Ford pose une question bien plus connue sur les États-Unis. Un rassemblement d'individus sans histoire ou tradition en commun peut-il, d'une manière ou d'une autre, produire une unité supérieure à la somme de ses parties? Donc, ce n'est pas qu'une coopération, c'est une unité supérieure et plus complexe, une unité politique. Et d'ailleurs, les métaphores politiques sont nombreuses. Les protagonistes votent pour déterminer s'ils doivent poursuivre leur voyage. Dallas, la prostituée, demande s'il est légitime de l'expulser et si cela respecte le droit naturel. Tout au long du film, la question est de savoir si Ringo, donc John Wayne, doit laisser la justice le soin de le venger. Donc Ford essaye à travers ce western de poser évidemment des questions très anciennes et en même temps très contemporaines de l'histoire de l'Amérique.
est-ce qu'il est possible de dire qu'un tel groupe, qu'il peut former une nation? Il fait figurer quand même un ancien officier sudiste et une femme du Sud. Il nous rappelle par là que la première tentative américaine de devenir une nation s'est soldée par un échec qui a laissé des traces. Et on le voit un moment dans le film, les passagers se divisent sur le nom à donner à la rébellion. Il y a aussi un problème de hiérarchie de classe au sein d'une telle nation. Les classes sont à reconstruire par rapport au vieux continent. Chez Fantastique reste encore aujourd'hui une dénonciation au vitriol de l'hypocrisie sociale et de la bien-pensance de la société américaine. John Ford s'attaque frontalement à la corruption des élites, incarnée par le personnage du banquier, prototype du délinquant en col blanc, et dont les propos sont promis à un bel avenir. America for Americans. The government must not interfere with business. Reduce taxes. Our national debt is something shocking. Over $1 billion a year. What this country needs is a businessman for president. What this country needs is more fuddle. What? Fuddle. En plus, John Ford est un grand réalisateur, il fait des plans magnifiques. Et donc on voit que l'action se déroule dans de très vastes étendues, celle de Monument Valley, avec cette nature hostile. Et donc le destin a entassé dans cette immense nature des voyageurs dans une petite diligence où ils sont pratiquement les uns sur les autres. Donc c'est vraiment aussi une représentation mythique de l'aspiration américaine à une forme d'égalité politique, une croyance qui constitue le plus solide lien politique entre les Américains. Ça fait référence un petit peu à l'attitude ambivalente de Tocqueville vis-à-vis de l'égalité américaine. Et Ford, il montre cette revendication d'une égalité morale, d'une égalité de dignité, plusieurs fois dans le film. Par exemple, dans l'auberge où la dame du Sud va donner naissance à son bébé, et presque tous les membres du groupe font l'expérience de l'effondrement d'un simulacre de hiérarchie, puisqu'ils vont prendre conscience que cette forme d'égalité, leurs aspirations communes, est importante pour accéder à une intimité domestique, pour accéder à une vie. Le bébé réunit tout le monde. La prostituée, Dallas, va être même celle qui va s'occuper de l'enfant. Elle va le prendre, elle va s'en occuper pendant que la mère récupère de son accouchement. Petit à petit, les distinctions sociales vont s'effondrer une à une. Les préjugés que l'on a sur les personnages vont s'effondrer. À différents niveaux, la chevauchée fantastique est une sorte de prémisse des questions que pose John Ford à travers pratiquement tous ses westerns. La loi, l'égalité, la condition sociale. Et c'est vraiment fascinant justement de voir ce western et d'en avoir différents niveaux de lecture. Et sur la forme, ce sont des films qui sont très bien filmés, très bien faits. Ce sont aussi des films d'action, même si Ford n'est pas forcément le plus obsédé par les grands moments de flingue, les grands moments d'action. Il en fera, les gens viennent aussi pour voir ça, mais c'est pas ce qui l'obsède. Alors c'est peut-être son petit côté catho-irlandais, mais moi ça me va très bien. Mais voilà, il y a cette magnifique course-poursuite des Indiens à travers Monument Valley qui est restée mythique, faite à la fin des années 30, sans les effets spéciaux qu'on connaît aujourd'hui. Et moi c'est ça qui me fait rire aussi avec ceux qui ne veulent pas voir du grand cinéma. Quand on regarde la plupart des grands films, et même des films à succès, quand on regarde où ils pompent, en général, alors quand je dis pompe, ça peut être des fois simplement s'inspirer, mais il y a des fois il y a du pompage, vraiment du pompage. Mais quand on voit parfois aussi l'inspiration, quand on regarde, en vérité, souvent, d'un seul coup, on se dit tiens, lui il a regardé Hitchcock, lui il a regardé Fritz Lang, lui il a regardé John Ford, lui il a regardé Howard Hawks, lui il a regardé Clouseau. Il a regardé Murnau, etc., etc. Et donc c'est assez intéressant de dire, parce qu'il y en a, oui, non mais moi le cinéma, machin, bah oui, mais même dans le cinéma d'action que vous aimez, ou du cinéma qui est, on va dire, entre guillemets, pas prise de tête, bah ils vont quand même puiser, c'est-à-dire que les gens vont puiser ailleurs. Le nouvel Hollywood a remis Ford à l'honneur, avec Clint Eastwood, Scorsese, notamment La prisonnière du désert, qui est un film que je vous conseille aussi de voir. Et c'est très intéressant parce que, allez, je vous divulgue un petit peu la fin, mais c'est pas grave. Parce que, vous l'aurez compris, les grands films, notamment les films de John Ford, c'est pas des films à twist, si vous voulez. C'est pas Usual Suspect. Donc c'est pour ça que ce sont des films qui ont une richesse infinie. Et dans La prisonnière du désert, le personnage incarné par John Wayne, qui est un personnage raciste, etc.,
à la fin, il y a un grand plan mythique. On voit cette démarche un petit peu étrange de John Wayne qui s'éloigne. Et c'est une façon de dire pour John Ford que ce type d'homme-là a compris que sa période était finie. Il ne veut pas se mélanger, il ne veut pas des Indiens, il ne veut pas... Et en fait, le film nous dit, mais vous le verrez, que cette période est finie. Ce personnage, et ça c'est quelque chose qui est très récurrent dans la filmographie de John Ford, c'est comment l'histoire impacte les hommes et la société. Alors ça, je reparlerai dans la deuxième partie quand on parlera de Balzac, mais sur les gens qui ne comprennent pas l'importance de l'histoire. C'est exactement ce que nous dit John Ford, c'est comment l'histoire, le contexte, les événements ont une répercussion sur les individus et sur les groupes, sur les communautés, sur les gens. Et c'est souvent, pas tout le temps, mais c'est souvent ce qu'on voit dans ces films. La prisonnière du désert, c'est typiquement ça, c'est-à-dire qu'on a un événement qui va perturber une habitude, et il y a ceux qui comprennent l'histoire et qui avancent, et il y a ceux qui ne veulent pas comprendre le cours de l'histoire et qui meurent ou qui s'en vont. Et John Wayne, il s'en va, parce qu'il a compris que ça, c'était fini. Et donc, il s'en va, c'est plus son monde. Et il y a ceux qui comprennent l'histoire et qui la prennent comme la vague qu'on prend, au lieu de se laisser prendre par la vague, et ben on y va. Ce qui ne veut pas dire, attention, parce que là je sens certains qui vont venir, ce qui ne veut pas dire qu'il faut prendre l'histoire comme un train qui nous passe dessus. Mais il y a certaines choses, et c'est ce qui fait les grands personnages historiques, comme par exemple Napoléon ou De Gaulle, il y a des gens qui comprennent l'histoire, et ils savent qu'il y a des choses qui ne pourront plus être comme elles étaient. Donc ils prennent le train de l'histoire, ça n'empêche pas qu'ils peuvent avoir des choses auxquelles ils tiennent et vouloir continuer avec ça, mais de toute façon dans l'histoire il y a une continuité, et en même temps de nouveautés, de choses qui ont progressé, qui ont évolué. Et donc on retrouve ça aussi dans d'autres films, je pense par exemple à Quelle était verte ma vallée, qui n'est pas du tout un western pour le coup, et dont d'ailleurs Cimino s'est en partie inspiré pour Voyage au bout de l'enfer, notamment pour certaines scènes, mais aussi pour une forme de structure, alors que la thématique n'a rien à voir, mais c'est effectivement des mineurs du pays de Galles, qui ont leur petite vie, etc. Et puis un jour, l'histoire passe. Voilà, les licenciements, les baisses de salaire, etc. Et il y a ceux qui comprennent qu'il faut lutter, qu'il ne faut pas se laisser faire, etc. Et puis il y a ceux qui ne veulent pas changer leurs habitudes. Et puis il y a ceux qui se disent bah, « moi, j'arriverai pas, je vais partir », et qui partent ailleurs, qui font autre chose. Et donc il y a ceux qui ont pris le cours de l'histoire et ceux qui ne l'ont pas pris. Dans Voyage au bout de l'enfer, on retrouve ce point commun dans le sens où il y avait la petite vie, la communauté, etc. Et d'un seul coup, l'histoire arrive. Pam, la guerre. Et ensuite, après la guerre, on essaie de revivre. Mais ça ne sera plus jamais comme avant. Je ne vais pas prendre plus de temps là-dessus, mais c'était pour vous montrer un petit peu ces structures qu'on peut retrouver dans les films de John Ford et que vous retrouverez aussi dans d'autres films qui s'en sont inspirés. Donc on retrouve aussi, notamment chez Easy Rider, une structure un petit peu formée comme une autre adaptation de Ford du roman de Steinbeck qui est Les raisins de la colère. Il y a aussi évidemment Taxi Driver qui est inspiré par La prisonnière du désert, Hardcore aussi de Paul Schrader. Bon. Et maintenant je vais prendre un autre exemple très symbolique pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne l'œuvre de Ford, avec effectivement L'homme qui tue à Liberty Valance, qui est un des plus grands films du cinéma américain, un des plus grands westerns, un des plus grands films de John Ford, qui est un bijou en termes de mise en scène. Enfin, tout est exceptionnel et pratiquement chaque plan pourrait être analysé politiquement. Donc l'histoire est assez simple, je la résume très vite. Donc on a un sénateur interprété par James Stewart et sa femme interprétée par Vera Miles qui arrivent à Shinbone pour l'enterrement d'un vieil ami qui est Tom Doniphan, qui est interprété par John Wayne. Et les journalistes étant un petit peu impressionnés de se demander mais qu'est-ce que vient faire ce sénateur dans notre petite ville, il va répondre à leurs questions
et leur expliquer pourquoi il est venu, qui est cette personne qui va être enterrée. Et donc on repart dans le passé, puisqu'au départ là on arrive avec des personnages qui sont vieillissants, et on voit James Stewart, jeune avocat, qui arrive à Shinbone des années auparavant. Alors il arrive dans de mauvaises conditions puisque sa diligence est attaquée par une bande de bandits, et notamment le fameux Liberty Valance, qui est interprété par le merveilleux Lee Marvin. James Stewart va être sauvé par le personnage de Tom Doniphan, donc John Wayne. Parce que sinon, il n'aurait pas pu survivre face à la cruauté de Valance, donc de Lee Marvin. Donc, James Stewart est bien décidé à se venger, mais lui, il veut se venger par voie légale. Et ça, c'est quelque chose que le personnage de John Wayne ne comprend pas. Et tout au long du film, et à partir de ces éléments, Ford va dérouler son intrigue pour savoir comment James Stewart va se venger contre Liberty Valance. Et évidemment, on sait que Liberty Valance va mourir puisque c'est dans le titre, donc je ne vous gâche rien. Mais tout le film va être guidé par cette intrigue. Et ce film est intéressant sur plusieurs points de vue. Premièrement, c'est une sorte de réponse, si je puis dire, parce qu'il y a plusieurs réponses dans la carrière de John Ford à tous ses films, mais c'est une réponse justement à la chevauchée fantastique, à cette fameuse arrivée, à cette communauté qui, au départ très différente, va petit à petit se lier. On reprend le personnage de John Wayne, même si évidemment ce n'est pas le même, mais c'est John Wayne là qui a vieilli. On reprend par contre la même diligence qui était dans le premier film, La Chevauchée Fantastique, où tout le monde était entassé. Là, on reprend cette diligence pour la montrer au moment où James Stewart arrive dans cette ville. Et une des premières scènes d'ouverture, quand on revient dans le flashback de l'arrivée de James Stewart dans la ville, c'est le moment où Lee Marvin, donc Liberty Valance, attaque la diligence. I'll take that pin, too. Oh, no, please, please. My dead husband gave it to me. Please. Oh, a widow woman, huh? I'll take it anyway. Will you take your hands off? What kind of man are you? This kind, dude. Now, what kind of man are you, dude? I'm an attorney at law, and I'm duly licensed with the territory. And you may have us and your guns now, but I'll see you in jail for this. Jail? Stop it! Get him out of here! Don't kill him! Get in that coat! Go on, move! Get in there! You too! Come on, inside! You could die out there! We'll send them flowers! Chico, cut the leaders! Here, put that stuff in here and get to your horses. Hurry. What? Law. Lawyer, huh? Well, I'll teach you law. Western law. Et donc cette scène est incroyable parce que on le voit avoir une violence extrême sur James Stewart à partir du moment où il voit les livres et les livres de droit de James Stewart. Et là, il devient fou et il lui administre une correction au fouet qui est restée très célèbre. Rien que cette scène, qui semble anodine, est totalement politiquement forte. C'est-à-dire qu'il y a aussi, et j'en parlerai dans l'exemple de 2 autres films de d'autres réalisateurs, cette chose qui obsède les États-Unis, c'est l'apparition de la loi. On a d'un côté ce peuple qui s'est installé, notamment avec la violence, la force, notamment dans la conquête de l'Ouest, et dont Lee Marvin, Liberty Valance, représente la figure. Et en face, on a James Stewart, qui arrive avec la loi
et qui représente cette modernité, cette civilisation qui arrive aux États-Unis. Et ça, c'est très prégnant dans le cinéma américain. Il y aura une autre scène de violence avec Liberty Valance contre le journaliste de la ville, parce que la presse, et notamment le journaliste, est un personnage qui va être très important aussi dans l'histoire du cinéma américain. Et c'est aussi celui qui donne les informations, la liberté de la presse, l'opinion, donc la démocratie, etc. C'est un personnage important. Et on le verra aussi à l'époque du Nouvel Hollywood, notamment dans les films dits du complot, ce sont les journalistes qui révèlent les secrets. Alors évidemment, j'en avais déjà parlé, le Watergate, etc. etc. C'est un contre-pouvoir, donc c'est un sujet cinématographique et effectivement politique. Et donc on voit au fil du film James Stewart qui se lie d'amitié, même si c'est un petit peu compliqué au début avec John Wayne qui l'a sauvé, qu'il appelle d'ailleurs pèlerin, pilgrim, vous voyez à quoi ça fait référence, et qui commence à avoir une sorte de rapprochement avec Vera Miles, la femme, qui est assez intéressante, mais c'est pas du tout un rapprochement érotique justement, il a presque une relation maternelle avec cette femme, et qui pourtant va petit à petit se rapprocher de plus en plus à la fin du film, alors qu'au départ, Vera Miles était, on va dire, assez amoureuse, assez sensible au charme de John Wayne. Encore une fois, on voit un personnage qui est la femme très importante dans ce film, qui est celle qui a compris le cours de l'histoire, qui a compris la civilisation, qui en plus c'est quelque chose qui bénéficie à la femme, parce qu'effectivement, les mecs qui règlent leur compte dans le restaurant dans lequel elle travaille, c'est pas forcément sa tasse de thé. Donc Liberty Valance a été embauchée par de gros propriétaires de troupeaux, c'est-à-dire les adeptes de la vie au grand air, qui sont hostiles à toute clôture, qui sont, on va dire, souvent ceux qui sont les méchants dans les westerns. Il y a toujours ce combat de classe qui est très important et on retrouvera toujours très souvent cette histoire du troupeau. Et donc, Liberty Valance, il a donc été embauché par ces grands propriétaires pour semer la terreur parmi les petits fermiers et les petits propriétaires de bétail, afin d'empêcher la création d'un État, et avec elle, l'instauration d'une régulation et d'un contrôle de leurs activités. Ce qui est assez intéressant, c'est que John Wayne, au départ, est un personnage, à l'instar de Liberty Valance, donc joué par Lee Marvin, c'est-à-dire que ce sont deux hommes de l'Ouest, deux hommes de la violence, deux hommes de la loi du plus fort. Et c'est symbolisé notamment par une scène, la scène du steak. Looking at the new waitress. That's my steak, Valance. You heard him, dude. Pick it up. No. Pilgrim, hold it. I said you, Valance. You pick it up. 3 against 1, Donovan. My boy Pompey. The kitchen door. Là, on voit James Stewart qui apporte de façon très efféminée, parce qu'il prend le rôle de la femme avec son tablier, qui apporte le steak à John Wayne. Et donc Lee Marvin, qui l'a fait tomber, crée un motif pour qu'on puisse rendre des comptes. Et tout de suite, John Wayne, hop, veut dégainer. Et ça, c'est assez drôle, il y a souvent ça dans le western, et on voit encore ça aujourd'hui. Je pense à Will Smith. Je rigole, mais c'est-à-dire, il y a toujours un prétexte qui nous paraît débile pour qu'un mec dégaine en disant « Ouais, vas-y, tu as fait quoi? T'as renversé mon truc, t'as fait tomber mon écharpe, tu te crois où? Vas-y, on va régler ça. » Et j'exagère, mais c'est souvent ça. Et toujours le western, c'est un truc, on sait que d'un seul coup, il va y avoir à un moment donné un truc qui va partir, on sent la tension, alors je dirais pas la tension sexuelle, mais la tension masculine du moindre truc, du moindre mec bourré, du truc qui va faire que d'un seul coup, ça va se péter sur la gueule. Et la violence inutile. Et donc, par cette scène, on comprend que John Wayne est comme Liberty Valance. Ce sont deux hommes de l'ancien monde, deux hommes de la force contre la loi. Face à James Stewart, qui n'en revient pas que deux hommes s'engagent dans une lutte à mort pour une tranche de viande. Maintenant, c'est le monde de la loi qui arrive. Et la violence ne sera plus utilisée de cette façon. Et donc, l'arrivée de James Stewart embête beaucoup Liberty Valance, donc Lee Marvin. Mais par contre, John Wayne est ambigu.
John Wayne, c'est comme le personnage de transition de l'histoire. Il est du côté de Lee Marvin sur la vision du monde, c'est-à-dire par la force. C'est un des seuls qui s'est tiré dans ce village. Il utilise la violence, il est redouté, il règle ses comptes avec Lee Marvin, etc. Mais en même temps, ce n'est pas quelqu'un comme Lee Marvin qui est employé par les grands propriétaires et qui sème la terreur et qui est injuste. Au contraire, on voit qu'il est assez galant avec Vera Miles. Mais en même temps, il pâtit aussi de ces grands propriétaires. Et donc on voit qu'il ne peut pas y avoir de l'égalité sans qu'on contrôle ou qu'on élimine les hommes sans foi ni loi. Donc en gros, symbolisé par Liberty Valance. Et donc le problème qui se pose, c'est est-ce qu'il faudra réellement se débarrasser de Liberty Valance? Alors comme le titre l'indique, il sera éliminé physiquement. Et ce qui pose un autre problème, cette élimination par la violence ne peut être juste, puisqu'elle ne se conforme pas aux règles que James Stewart veut imposer, c'est-à-dire la loi. Donc un ordre civilisé doit avoir été fondé sur une violence, disons, héroïque, qui ne pose pas de problème. Et c'est cette vérité de la fondation que John Ford met en question. Puisque la manière dont sera tué Liberty Valance, et ça je ne vous le dis pas, repose sur un mensonge. Et vous voyez à quoi fait référence John Ford? C'est aussi à l'histoire de l'Amérique, au mythe. L'histoire de l'Amérique repose aussi sur des mensonges. Les mythes reposent sur des mensonges. Donc c'est très intéressant, vous voyez toutes ces grilles de lecture qu'on peut avoir dans un seul film. Et donc, le personnage joué par John Wayne est un des personnages les plus intéressants puisqu'il est la transition entre ces deux types de civilisation. Alors lui, au début, John Wayne, lui, il veut juste avoir son ranch, se marier avec Vera Miles, et ce n'est pas du tout quelqu'un qui veut aller dans le monde de James Stewart. Donc il est pris entre deux... J'ai dit, il est pris en sandwich pour être trivial, mais il est pris en sandwich. Et donc paradoxalement, il va se mettre à aider James Stewart, comme s'il avait compris que l'histoire venait avec lui. Il voit que Vera Miles lui échappe parce qu'elle, elle a compris le sens de l'histoire d'une certaine manière. Alors, consciemment, inconsciemment, évidemment. Mais on le voit à plusieurs reprises. D'abord, si il est capable de tuer pour un steak, il peut se débarrasser de Liberty Valance pour d'autres raisons. Ce qui peut aider James Stewart. Après tout, il y trouve un enjeu personnel, à savoir un petit ranch équestre. C'est ce qui explique qu'il n'éprouve pas le besoin d'adopter un rôle civique. C'est-à-dire que plusieurs fois, bien qu'il soit du côté de James Stewart pour l'aider, et aussi parce qu'il a beaucoup d'affection pour Vera Miles, il refuse d'entrer dans son monde. Il ne veut pas être nommé représentant pour la Convention d'État. Et il le dit d'ailleurs, il dit « Non, moi je veux pas, j'ai des projets personnels ». Donc il ne s'intègre pas au collectif. Il aide James Stewart pour des raisons personnelles, son ranch, au départ aussi parce qu'il veut être avec Vera Miles, mais il voit qu'elle lui échappe et il veut quand même l'aider. Mais il est toujours dans des raisons personnelles. Il ne veut pas faire partie du monde de James Stewart. Et d'ailleurs, en reparlant de la scène du steak, John Wayne, au départ, ne dit rien, alors que Lee Marvin est en train de faire un peu le bordel dans le restaurant, etc. Et il réagit au moment où c'est son steak qui est tombé. Il n'est pas dans la collectivité à ce moment-là. C'est mon steak qui est tombé. C'est mon intérêt personnel, je réagis. Il y a une autre scène très belle que je vous conseille de voir où James Stewart va faire un petit peu l'école pour les habitants, pour les enfants. Il y a notamment Pompey, qui est le serviteur noir de John Wayne, qui vient à cette école. Et John Wayne vient le chercher pour lui dire qu'il ne doit pas y aller. Et c'est pourtant l'occasion d'apprendre ce que c'est que le mythe de l'égalité américaine. Et notamment ce qu'on y apprend, c'est-à-dire dans la déclaration d'indépendance, que tous les hommes sont créés égaux. Et Pompey, après avoir hésité un long moment, dit qu'il savait ça, mais qu'il s'en souvenait plus. Et c'est une très belle référence au sort des Noirs américains. And he called it the Constitution. Declaration of Independence. It begun with the words, we hold these truths to be Self-evident. Let him alone, Charlie. Self-evident. That all men are created equal. That's fine, Pompey. I knew that, Mr. Rance, but I just plumb forgot it. Oh, that's all right, Pompey. A lot of people forget that part of it. You did just fine, Pompey. Thank you, Mr. On voit également quelqu'un d'autre qui vient prendre des cours pour apprendre à lire, c'est, encore une fois, Vera Miles, qui veut apprendre à lire, qui veut entrer dans la modernité, dans la civilisation, etc. Donc vous voyez,
toutes les scènes, je ne vais pas tout vous raconter, mais faut voir ce film. Toutes les scènes peuvent être analysées politiquement et raconter quelque chose de l'histoire de l'Amérique. La mort de Liberty Valance, qui va arriver, et je ne vous dis pas comment, elle n'est pas associée à un acte personnel, mais celui d'un ordre nouveau. Et c'est d'ailleurs assez intéressant, souvent les règlements de compte se font dans la rue principale, pas toujours, mais souvent parce que c'est quelque chose qui doit être connu de toute la communauté. Ça fait office de loi, tout le monde doit voir. Et donc le problème de Liberty Valance, c'est qu'on voit que ce meurtre s'est fait sur un mensonge. Une partie de l'histoire des États-Unis est faite sur un mensonge. Et donc c'est assez intéressant parce qu'il y a une scène de fin qui est géniale, puisque James Stewart a raconté tout ça, toute cette histoire avec John Wayne, Vera Miles, etc., aux journalistes, quand il est venu pour l'enterrement de John Wayne. Il voit que le journaliste ne veut pas publier sa confession. C'est parce qu'il est le film qui marque cette rupture et concentre l'essentiel de son propos. Ford dénonce l'aveuglement de l'Amérique, qui ne parvient plus à distinguer la légende de la réalité. Comme James Stewart face aux journalistes, il s'efforce de rétablir la vérité historique. Mais comment faire lorsque personne ne veut l'entendre? Well, you're not going to use the story, Mr. Scott? No, sir. This is the West, sir. When the legend becomes fact, print the legend. He's right, Rance. Dans l'Ouest, on a besoin de nos héros, on a besoin de légendes. Et donc ça serait inutile aujourd'hui de dire le contraire, tout le monde a cru à cette légende. Et c'est un petit peu ce que nous dit de façon amère John Ford à travers ce film. Donc ce film vient dissocier la légende de la réalité. John Wayne est un peu la figure tragique, la transition entre un monde qui finit et la passerelle vers un monde nouveau, celui de la civilisation et de la loi. Et qui reste vivant? James Stewart et Vera Miles. Symboliquement, ce monde passé est mort via ces deux personnages, qui étaient du même monde, bien qu'opposés. Lee Marvin et John Wayne sont en vérité le même personnage. Un avec une figure positive, l'autre avec une figure obscure et sombre. Et c'est pour ça que c'est un film très mélancolique. John Ford nous dit, c'est ça qui est dans l'histoire et que j'essaye parfois d'expliquer dans les vidéos, c'est que dans chaque chose, on a perdu quelque chose et on en a gagné une autre. Et donc, John Ford essaie de nous dire, au-delà du message sur le mythe, le mensonge, ce qui est faux, il essaie de nous dire, on a perdu des types de la trempe de John Wayne avec ce nouveau monde. Et j'ai un petit peu ce regret. Mais en même temps, on a aussi perdu, et ça je ne le regrette pas, des types comme Lee Marvin, donc Liberty Valance, qui nous imposaient la loi du plus fort. Et ça, je suis bien contente de l'avoir laissé derrière moi. Et donc finalement, on se retrouve avec James Stewart, qui est quand même beaucoup mieux que Liberty Valance, qui est moins flamboyant que John Wayne, et qui nous apporte vers une nouvelle civilisation. Et donc il y a quelque chose de mélancolique parce que on nous montre ce qu'on a gagné, ce qu'on a perdu dans ce changement de civilisation. Et c'est ça qui est intéressant. Ça donne cette chose fantastique, c'est qu'à la fin, la presse refuse de publier la confession de James Stewart. Donc c'est la presse qui commence à écrire la légende. Contrairement au début du film où James Stewart est arrivé avec sa diligence, là il repart avec le train. C'est la modernité, la civilisation qui est arrivée. Ce petit avocat qui était James Stewart est devenu sénateur, donc la loi liée à la politique. Et donc on a quitté ce monde avec cette violence sans justification, gratuite. Cette violence arbitraire ne va plus être acceptable. Il fallait que l'histoire se fasse, que la civilisation, que la loi s'impose. Il fallait que Lee Marvin, donc Liberty Valance, disparaisse. Les grands propriétaires éleveurs aussi, mais avec comme conséquence de faire aussi disparaître des hommes comme John Wayne. La question de l'open range aussi, de ce mythe, est finie. Finalement, on nous dit que c'est pas ça. C'est pas le grand mythe des espaces libres, c'était le règne des barons. L'impossibilité pour les petits exploitants fermiers de s'installer. Voilà, donc on enlève aussi ce mythe de la liberté perdue, ce cliché, etc., qui était aussi très prégnant dans les westerns. En fait, Ford, il nous dit, c'était déjà un instrument du capitalisme sur le territoire américain. C'est d'ailleurs ce qu'un grand critique français, Bazin, avait compris dans les westerns. Il les voyait effectivement comme une mythologie moderne, bien plus élevée que ce que l'on attribue habituellement aux westerns. Et du coup, c'est assez intéressant parce qu'on va constater aussi une forme populaire du western qui va
aller à l'encontre justement de l'image traditionnelle du western, de la loi du plus fort, de la western law, etc., de la conquête de l'Ouest. On va avoir beaucoup de films, une partie de films qui sont d'ailleurs pour moi parmi aussi les plus beaux westerns qui soient. On voit le pistolero vieillissant, donc le gunfighter, avec un personnage vieillissant qui veut changer d'histoire, l'as de la gâchette qui avait fait régner l'ordre, qui est fatigué et qui tente de devenir une personne normale ou de revenir à la civilisation. Et c'est vraiment des très beaux films. Ça n'a alors évidemment rien à voir avec ce qu'on est habitué à voir avec le western ou même le western spaghetti. Alors je vous conseille de voir sur cette thématique, en particulier Coup de feu dans la Sierra de Peckinpah, Le dernier des géants de Don Siegel, ou par exemple un film que j'aime particulièrement, même si les autres aussi, qui est La cible humaine de Henry King. Et à titre d'exemple, je m'arrête très vite sur ce film parce que c'est l'histoire de Jimmy Ringo, interprété par Gregory Peck. Là, il ne s'agit pas de dire « Ah, mais c'est un petit film, etc. » On est sur un chef-d'œuvre. Il n'y a pas que moi qui le dis en plus, donc d'autant plus l'affirmer. Le film est un film passionnant, c'est un film magnifique. Alors, il a d'ailleurs 2 titres français, ce qui est une curiosité, mais après tout, pourquoi pas. C'est L'homme aux abois ou La cible humaine. La cible humaine, c'est cet ancien tireur d'élite qui, en fait, va être persécuté, si on peut dire, durant toute sa vie par une bande de petits crétins qui rêvent de se mesurer à lui. I say Mac Waters is whiskey. And you're kind of dumb to be drinking here, ain't you? Please listen, tell me what you Don't think. trouble yourself. The Gunfighter, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'appelait Jimmy ou John Ringo, il y a différentes variations, qui était l'un des survivants du fameux règlement de compte d'Hockey Corral. Si on se souvient d'ailleurs du film de John Sturge, Règlement de compte d'Hockey Corral, c'est lui qui est joué dedans par John Ireland. Alors la mort de Johnny Ringo a été l'objet de multiples spéculations. Il semble qu'il ne soit pas mort comme dans le film. Est-ce qu'il s'était suicidé, fatigué de la vie? Est-ce qu'il a été abattu par White Earp? Est-ce qu'il a été tué par quelqu'un qui voulait se débarrasser de lui? Parce que donc il était tout de même, donc, comme je vous l'ai dit, l'un des survivants d'Hockey Corral. Donc il a existé. Et donc son rêve, c'est de s'exiler, de retourner auprès de sa femme et d'être avec son enfant et ne plus être dans une vie de hors-la-loi, c'est-à-dire une vie d'angoisse et de violence. Et donc c'est un film qui repose réellement sur une tension, même si on sait un petit peu comment, évidemment, ça va finir. Et c'est même assez intéressant parce que je me demande, alors là je me suis pas renseignée dessus, mais si Brian De Palma n'aurait pas à tout hasard regardé ce film, mais aurait pu s'en inspirer pour L'Impasse avec Al Pacino. Mais bon, parce qu'il y a une intrigue qui peut être assez proche sur certains points. Et ce que j'aime beaucoup dans ce western, c'est qu'on a visiblement, comme dans tous ces westerns du gunfighter qui veut, de l'as de la gâchette qui veut raccrocher, il y a quelque chose où l'héroïsme disparaît. Et je trouve ça très bien. Alors je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, hein, visiblement, mais c'est très beau. Et on voit finalement des humains. Et ça montre aussi ce qu'une partie des westerns avait monté en épingle, et qui est très beau aussi, hein, des héros. Enfin, ce que le western spaghetti a un petit peu détruit, mais en gardant toujours ce côté de hors-la-loi, en fait. Sauf que là, on est dans une dureté extrême. C'est beaucoup plus trash. Je trouve qu'on est beaucoup plus proche de ce qui pourrait être intéressant de voir chez ces personnages-là. C'est-à-dire que, en fait, le Gregory Peck, même s'il est très beau, il est beaucoup moins charismatique que dans d'autres films. Il a sa petite moustache. Il a envie de se construire une vie. Il en a marre de vivre de rapines, de règlements de compte. Il y a ce très beau passage où il dit même voilà où j'en suis à 35 ans et je ne possède même pas une bonne montre. She told me about Bucky. Never heard it before. I guess he never knew what hit him. That's a fine life, ain't it? Just trying to stay alive. Not really living, not enjoying anything, not getting anywhere. Just trying to keep from getting killed. That's what Bucky used to say. Just waiting to get knocked off by some tough kid. Like the kind of kid I was. And the truth of the matter is,
It don't pay much either. Here I am, 35 years old, I ain't even got a good watch. Voilà, et je trouve que ça va un petit peu à l'encontre des virilistes, et c'est les films, je trouve, les plus touchants, peut-être les plus profonds d'une certaine manière. Voilà, c'est Le repos du guerrier. Et dans le même style, on a un autre western très beau que j'aime beaucoup parce que ça serait presque pour moi un western chrétien. Et je vous laisse le voir pour constater à quel point il peut y avoir effectivement un message chrétien, même si il peut être aussi interprété, il n'y a pas que ça, il peut être interprété aussi sur d'autres plans, mais où en gros on a l'histoire de deux hommes qui arrivent dans une ville du Nevada et qui rencontrent une population assez tendue, assez méfiante, parce qu'il y a beaucoup de multiplication de vols de bétail qui se produisent dans la région. Vous voyez, on est encore toujours sur cette histoire de bétail. Et au même moment, on vient annoncer qu'un fermier vient d'être assassiné. Et donc, une milice pour retrouver les meurtriers du fermier va s'engager avec les deux hommes qui viennent justement d'arriver dans la ville, qui vont les rejoindre pour suivre ce règlement de compte. On est toujours encore dans la vengeance. C'est un thème qui est très prégnant, la vengeance, on se fait justice soi-même, on ne va pas attendre que le shérif arrive. C'est ce qu'on nous dit dans le film. Et donc sur le chemin, cette milice de vengeance va rencontrer 3 hommes qui traînent avec eux des bêtes, et ils vont être capturés et soupçonnés d'avoir tué ce fermier. Et là, ça va être assez intéressant de voir comment va se produire une sorte de procès de justice qu'on se fait soi-même. Et c'est évidemment, vous le voyez dans le cinéma américain, quelque chose qui est très prégnant. Alors là, William Wellman, qui a fait ce film, L'étrange incident, le fait sous forme de western, mais on peut le retrouver dans un film très célèbre qui s'appelle notamment Fury de Fritz Lang. On peut aussi retrouver cette vision dans M le maudit de Fritz Lang. Donc, voilà, Renoir, Hawks, filmé à hauteur d'homme. C'est une expression qui est devenue une sorte de cliché du langage critique. Mais ça veut dire quelque chose. Filmé à hauteur d'homme, filmé à hauteur d'enfant, filmé à... D'où ça filme. C'est très important. Ça raconte tout dans un film. S'il n'y a pas de point de vue dans un film, en fait, il n'y a pas de cinéma quand il n'y a pas de point de vue. Et souvent, d'ailleurs, quand vous parliez des films Marvel, par exemple, là, ce qui est la preuve, c'est que ce ne sont pas du tout, ça ne concerne pas le cinéma, c'est qu'il n'y a jamais aucun point de vue. Trouver le point de vue dans un film Marvel, il n'y en a pas. Or, le cinéma, c'est d'abord un point de vue. On peut être d'accord ou pas, on peut considérer que le point de vue n'est pas le bon, on peut même changer de point de vue. Là n'est pas la question, on peut faire Rashomon. C'est pas le problème. Mais le cinéma, c'est d'abord le point de vue. Voilà. Et quand on voit un film, on doit être capable d'identifier d'où ça parle, quoi, d'où ça raconte. Ce qui change tout. Quand vous regardez Fritz Lang, qui est quand même un des grands cinéastes, Hitchcock évidemment, mais Fritz Lang, un des grands cinéastes du point de vue. Vous regardez M le maudit, ce qui fait de Haneke aurait pu faire M le maudit. Vous voyez, mais comment aurait tourné M le maudit, Haneke? Qu'est-ce qu'il en aurait fait? Est-ce que le Peter Lorre serait arrivé après avoir considéré qu'il y avait une faute qui est là, etc. Lang, il filme du côté de Peter Lorre à un moment. Il change de point de vue. Je ne sais pas si vous vous souvenez du film. Dans la première partie du film, on le suit comme on est à la recherche de l'homme comme une sorte de monstre. On est donc point de vue des chasseurs. Et puis il y a un basculement au moment de la séquence du procès qui est prodigieux, qui montre on pourrait dire la grandeur morale de Fritz Lang. C'est qu'il va aller chercher le point de vue du monstre. C'est ça, les cinéastes modernes, d'une certaine manière. Et il nous dit, mais voilà, et alors chercher le point de vue du monstre, il transforme cette foule dont on pensait qu'elle avait raison, nous, spectateurs, il faut chasser le tueur d'enfants, etc., il la transforme en meute. Vous voyez, au cinéma, une foule et une meute, ça ne suit pas de la même manière. Je veux dire, en fonction dont on va filmer un groupe de gens, il y aura une foule, il y aura un collectif, il y aura un peuple, il y aura une meute. Tout ça, c'est important. Ça que c'est pas du tout les mêmes films, etc. Donc, c'est la justice, la condamnation, la loi du talion, toutes ces choses-là sont posées. Et il y a une très belle scène vers la fin où on voit Henry Fonda qui lit une lettre. Et d'ailleurs, un très beau plan parce que on entend que sa voix et on voit sur le visage de toute cette milice la compréhension de ce qu'ils viennent de faire. Because then he's just not breaking one law, but all laws. Law's a lot more than words you put in a book, or judges or lawyers or sheriffs you hire to carry it out.
It's everything people ever have found out about justice and what's right and wrong. It's the very conscience of humanity. Et je n'en dis pas plus, mais il y a cette magnifique phrase, et donc vous voyez cette chose qui brise toutes les lois, c'est à la fois les lois humaines, parce que je rappelle que même déjà au départ, la loi du talion est une forme de civilisation, comme je l'ai dit, parce que c'est déjà le fait d'imposer des règles contre le fait de tuer arbitrairement, sans raison. Le talion est déjà une première forme de civilisation, hein, qui n'est pas suffisante évidemment. Et on va aller vers le progrès, vers l'histoire et donc l'évolution. Et c'est aussi briser la loi divine, voilà, toutes les lois. Donc j'en dis pas plus parce que je laisse le soin de découvrir ce western, mais c'est un très 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 beau western. On a encore dans le même style L'homme de l'Ouest de Anthony Mann avec Gary Cooper. Et donc ce dernier interprète un ancien bandit repenti qui va être de nouveau confronté à son passé. Et il va être obligé de provoquer un bain de sang pour retrouver la quiétude. Donc je vous laisse voir aussi ce film que j'aime beaucoup. Et on a différents modèles du hors-la-loi, de l'as de la gâchette qui veut raccrocher. Alors il y a ceux qui arrivent, il y a ceux qui n'y arrivent pas. Bon, en général, il y a quand même une vision assez pessimiste. Je pense également aussi à un autre western que j'aime bien qui est L'homme des vallées perdues de George Stevens avec Alan Hadd où on voit un peu aussi le même style d'histoire mais là en partie à travers les yeux d'un enfant, pas que, qui est aussi un western fascinant avec ce type qui veut se ranger dans une nouvelle vie et aussi avec l'apparition d'un tueur à gages interprété par Chuck Palance qui est assez mythique puisqu'il va inspirer Maurice dans ses Lucky Luke. Donc je vous laisse le voir aussi, mais un film que j'aime énormément. Et il y a évidemment beaucoup de décors qui font penser au film de Clint Eastwood en particulier, je trouve. Donc voilà, je vous mettrai de toute façon à la fin de les vidéos une liste de films à voir parce qu'il y en a beaucoup d'autres dont je ne peux pas parler. Et regardez-les parce que comme je l'ai dit, c'est pas anodin. Les grands réalisateurs s'en sont inspirés. Et puis c'est assez marrant finalement de voir que Clint Eastwood aime particulièrement le film L'étrange incident. Et petite parenthèse, je fais aussi toujours cette remarque parce qu'elle me fait rire. Ceux qui pensent être dans des clans, c'est que Clint Eastwood comprend toujours pour cette espèce, on va dire, en gros d'anarchiste de droite, même si j'aime pas classer les gens. Clint Eastwood, c'était un des grands potes de Jean-Pierre Mocky. Alors Jean-Pierre Mocky, c'est pas du tout le même style. Il avait un côté, alors il a été très mal vu de la droite à un moment donné parce que bon, il s'était engueulé notamment avec Christine Boutin parce qu'il avait fait des films où il critiquait non pas l'Église en tant que telle, mais une certaine marchandisation du temple, si je puis dire, de l'Église. Et bon, il y avait eu des débats à l'époque. Et pourtant, Mocky, il a connu Clint Eastwood quand ils étaient jeunes, je crois en Italie, parce qu'ils faisaient des films, un peu de mannequinat et tout, et ils sont restés assez amis. Et le fils de Clint Eastwood, quand il allait à Paris, il passait chez Jean-Pierre Mocky, bon, avant qu'il meure, quoi. Donc voilà, c'était ce petit clin d'œil. Et donc, à partir de ces films, vous retrouverez des thématiques qui portent sur des événements historiques souvent évidemment idéalisés, avec le passage d'une situation d'anarchie, de code d'honneur, à une autre, celui de l'état de droit, d'un monde aussi bourgeois, hein, qui s'impose, des banques, mais aussi du chemin de fer, de la négociation, du compromis, de l'exploitation agricole, des écoles aussi. Et donc les meilleurs westerns, ils vont brosser un tableau de l'effet de ce passage sur ceux qui les vivent, en montrant à chaque fois les gains et les pertes, y compris sur le plan psychologique. Et c'est pour ça que c'est marrant de voir ces mecs à la fin dans les westerns qui veulent se ranger. C'est en même temps la question du peuple liée par la politique. Est-ce qu'il y a un lien social particulier qui peut les relier entre eux, entre tous ces individus qui sont souvent étrangers les uns aux autres, et dont le projet, le lien qui peut les unir est la citoyenneté. Et c'est assez marrant parce que c'est en plus dans ces villes de la frontière que sont réapparues de manière éclatante les divisions de classe. Et donc vous voyez à travers des intrigues toutes simples qui peut s'en dégager. Pour eux, la marche vers l'ouest, c'est leur odyssée, si vous voulez. Et donc à travers des histoires simples, vous pouvez comprendre la modernisation rapide
de l'Ouest au XIXe siècle, avec l'arrivée des fermiers, des chemins de fer, dans des espaces vierges immenses, sans limite. C'est pourquoi d'ailleurs l'installation des clôtures et des voies ferrées ont pu provoquer une crise majeure. Et vous verrez souvent cette histoire du train. C'est pas n'importe quoi dans l'histoire de l'Amérique. Il pouvait plus librement aborder des questions sociales. Il faut dire que personne ne prenait les westerns au sérieux à cette époque. Personne n'y faisait vraiment attention. 11, take one. Take one. More than one take, will I? Shoot. Mr. Ford, you made a picture called Three Bad Men, which is a large-scale Western. You had a quite elaborate land rush in it. Mm-hmm. How did you shoot that? With a camera. Can I ask you what particular element about the Western appealed to you from the beginning? I wouldn't know. Would you agree that the point of Fort Apache was that the tradition of the Army was more important than one individual? Cut.